Il faut l'arrêter. Toutes ces choses futiles, faut-il les arrêter? Des têtes vont tomber, des ventres étripés. Pourtant d'ici je n'entends rien. Je serais curieux qu'avec mes yeux, les orbites ne tournent plus rond. Luc, bonjour. Bonjour Karine. Nous nous sommes vus il y a quelques mois et je crois que c'était au sortir du confinement ou plus ou moins. Et nous avions parlé d'Interstice, donc le festival important qui est lié aux nouvelles technologies, mais pas uniquement engagé dans cette thématique. Et tu nous avais annoncé des perspectives de développement liées à Interstice, mais pas forcément intégrées à Interstice. Et je crois savoir que ce projet qui se nomme Oblique a vu le jour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Merci et bonjour Karine. Oblique en fait est une extension du festival. Le festival aujourd'hui en est une composante, mais effectivement pas uniquement ça. C'est lié à des questionnements qu'on s'était posés en 2015-2016, avec une phase d'étude sur les questions du numérique à l'échelle notamment régionale, mais aussi nationale, dans le cadre de la constitution d'un réseau de festivals, de producteurs et de diffuseurs, qui a été suivi par une période de préfiguration avec le Tetris au Havre, qui organise un festival qui s'appelle Exhibit, pour aboutir en 2020, début 2020, donc soit quelques semaines avant le confinement, à la création d'une structure qui s'appelle Oblique, dont le sous-titre est Plateforme Art et Culture Numérique en Normandie, et dont l'objet est de traiter des questions numériques, mais de façon transversale, à la fois sur des questions artistiques, mais aussi sur des questions liées à la recherche, liées à l'enseignement, liées à la transmission de la connaissance. Donc voilà, un certain nombre de dimensions, de vecteurs qu'on essaye de développer pour avoir une vision transversale du numérique, et avec notamment un volet assez intéressant et important sur la question du jeune public. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. L'objectif initial, parce que c'est un projet qui est soutenu par la région Normandie, par la DRAC Normandie, c'était dans un premier temps d'identifier des initiatives liées aux cultures numériques, de pouvoir communiquer dessus et pouvoir les valoriser. Voilà, ça c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'est comment à partir de là, on crée une synergie, on crée des partenariats et on s'efforce de développer des activités en lien avec le numérique. Mais encore une fois, le numérique est un outil qui permet de mettre en relation finalement des secteurs d'activité qui ne travaillent pas nécessairement ensemble. Voilà, ce sont les très très grandes lignes aujourd'hui de la plateforme. Et l'objectif 21, c'est d'abord de poursuivre ce développement-là, et puis de le formaliser et de lui donner un périmètre qui soit un peu plus cadré, un peu plus précis. Alors, difficile de parler de périmètre en ce qui concerne le numérique, parce que le numérique, c'est le grand conquérant, le grand envahisseur, on peut dire. Comment vivre, comment exister, comment marcher dans la rue, comment faire du jogging, comment même physiquement exister sans le numérique. Alors, tu parles de périmètre, ça signifie regarder à la loupe, au microscope, certaines connexions entre nos vies et le numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, donner un périmètre ou un champ particulier à la recherche sur le numérique ? Voilà, on va être très pragmatique, ça va être la capacité à pouvoir traiter un certain nombre de sujets et par rapport aux moyens humains et financiers qui sont en face. De fait, le numérique en tant que tel, il est quasiment incernable puisqu'il est partout. Donc on va en identifier un certain nombre de points, des points qui vont être liés directement à la production artistique par exemple, mais aussi des points qui vont être liés à la connaissance. Avec 2 structures à Rennes et à Nantes, je suis en train de mettre en place un cycle de conférences et de rencontres publiques
pour précisément éclairer une relation numérique, par exemple par le biais de l'environnement, par le biais du vivant, par un biais politique avec une approche critique, parce que le numérique, par essence, il est ambivalent. Il est ni bon ni mauvais, il est les deux à la fois. La technologie, je pense l'avoir déjà dit, elle n'est pas neutre. Elle a un impact sur nos vies, elle a un impact sur nos corps, elle a un impact sur tout ce que nous vivons. C'est pas forcément immédiatement perceptible, donc c'est comment on regarde aussi ces questions-là. Donc l'objectif, c'est plutôt de définir différents thèmes de travail et de pouvoir les aborder du mieux possible en prenant en compte le fait qu'on n'arrivera jamais à une quelconque exhaustivité. Donc il n'y a aucune prétention de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je parle de périmètre, alors qu'effectivement le numérique, il est partout. Et on n'est justement pas dans une approche technophile ou complètement technocritique. L'idée, c'est de pouvoir aborder les deux approches. Alors, j'imagine qu'un des objectifs, c'est l'innovation. Première question. Ensuite, face aux moyens considérables qui sont ceux des, je dirais, des GAFA et pas seulement, face à ces moyens considérables, des petites entreprises ont-elles une marge de manœuvre par rapport à des développements innovants, ou est-ce que finalement aujourd'hui la grande difficulté c'est justement d'inventer, de créer, d'échapper et d'aller soit en marge, soit au centre, mais de manière qui fasse exploser un tout petit peu les repères et les canons, la manière dont le goût et la pensée sont façonnés. Alors première question, est-ce que l'innovation est au centre de la démarche d'Oblique? Et deuxièmement, comment aujourd'hui, quels sont les moyens possibles pour les petites entreprises, les petites structures, des structures qui ne sont pas omnipuissantes, justement d'avancer du côté de l'innovation? Bon, alors là, c'est très très compliqué. S'il y a innovation, elle serait le résultat d'un travail entrepris depuis plusieurs années, mais en tout cas, elle n'est pas formulée ou avancée de cette façon-là. En revanche, je pense que de fait, à travers Oblique, on innove en matière d'organisation et de façon d'aborder la question. C'est l'endroit où on est. Alors c'est un endroit qui est extrêmement modeste, mais qui nous semble être nécessaire. Comment on peut se positionner ensuite? Évidemment, on reste dans un champ culturel, dans un champ artistique, donc on ne se positionne pas comme un David face au grand Goliath. Simplement, je pense qu'il y a une marge de manœuvre à l'échelle locale, à une échelle régionale. C'est pour ça qu'on a aussi une structuration nationale qui est composée d'initiatives régionales, parce que on peut agir sur un territoire, mais un territoire qui nous semble être accessible. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop grand. Il faut qu'humainement les choses soient gérables. Il faut qu'on puisse rencontrer physiquement les gens. D'une certaine façon, plus il y a de numérique, plus il y a besoin de rencontres et de rencontres physiques. Alors évidemment, dans cette période de confinement, post-confinement, de présentiel ou pas, c'est compliqué. Mais moi, je crois vraiment à cette question-là. Donc il s'agit à la fois d'être modeste et en même temps extrêmement ambitieux sur ce que l'on veut porter. Et le biais artistique, l'entrée artistique, c'est une des entrées possibles, une entrée qui est à la fois critique et esthétique. Alors, tu parlais de territoire normand. Est-ce que tu pourrais citer des initiatives sur ce territoire particulièrement intéressantes qui, à l'échelle nationale ou même internationale, sont dignes d'être remarquées? On a déjà la chance d'avoir deux festivals au printemps, c'est donc Interstice à Caen et puis Exhibit au Tetris au Havre. Et puis la naissance, alors pas la naissance, ce sera la deuxième édition d'un festival qui s'appelle Noob, qui est à Pont-Audemer et qui est très spécifique sur la relation entre le numérique, le jeune public et le spectacle vivant. Et on vient de s'associer, donc Oblique
Et le Théâtre L'Éclat qui organise ce festival, qui est dirigé par Simon Fleury, on a répondu à un appel à projet qui a été validé. Et donc on va ensemble rapprocher nos deux réseaux, le réseau Jeune Public Normand. On va travailler une communication commune. Et puis on va lancer une bourse de création, un appel à projet pour créer spécifiquement du spectacle vivant en Normandie, avec cet objectif de pouvoir le faire tourner en Normandie. Donc voilà, ça c'est un accent possible. L'autre, j'en suis très proche, c'est le laboratoire modulaire qu'on a développé au sein de l'École supérieure des arts et médias, qui passe là par des résidences artistiques, par des rencontres publiques ou par des conférences. Donc là c'est un travail au long cours sur plusieurs années, où on est vraiment dans des questions de recherche très spécifiques, avec des mises en relation avec des laboratoires, des scientifiques. Donc là en ce moment on travaille sur la réalité virtuelle et puis on va travailler sur l'intelligence artificielle. Donc on est à la fois sur des champs très différents, le jeune public par exemple, et de l'autre côté travailler sur des approches plutôt scientifiques, sciences dures et sciences humaines. Moi la relation avec la recherche et avec l'université m'intéresse beaucoup par exemple. Tu parles donc plutôt de festival, tu parles aussi de plateforme, de repérage, mais moi je suis un petit peu curieuse. Qu'est-ce qui, éventuellement, dans le concret de nos vies, est en train d'être inventé ? Qu'est-ce que toi, tu aurais repéré comme dimension, une fois plus, pilote ou innovante dans ce que proposent ceux que vous repérez, en tout cas sur le territoire normand ? Est-ce que tu as des exemples plus concrets, non pas seulement de ces lieux qui font la liste, le catalogue, des initiatives, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Parce que c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce qu'il y a quelque part dans ce bas monde aujourd'hui un dieu ou une déesse qui, sans se mesurer effectivement au géant, au colosse, comme on disait tout à l'heure, à son échelle, puisque tu disais très justement qu'à l'échelle régionale, on peut agir peut-être différemment, a mis en place un programme qui change un tout petit peu les choses? Est-ce que tu en connais ou est-ce que tu n'en connais pas ? Formellement, je n'en connais pas. En revanche, il y a de multiples initiatives ou petites initiatives, mais un programme qui changerait les choses, non. En revanche, ce que je constate, c'est d'abord une approche critique, notamment en termes d'édition, de publication, de regard sur les technologies aujourd'hui de plus en plus important. Je le constate notamment au moment de la sortie de l'application Stop Covid, par exemple, où il y a notamment un chercheur à l'université de Caen en droit qui travaille sur la question du juridique, de la question des libertés et de l'usage des données, par exemple. Donc c'est plutôt une composante, un maillage d'intervention, d'idées, de diffusion des idées qui sont importantes. Moi, il y a une question qui se pose à moi, là, c'est la question de la fracture numérique, ou qu'on appelle aussi électronisme, qui est un terme que j'aime pas beaucoup, mais en gros qui consiste à dire qu'il y a en France environ 20% de gens qui sont complètement éloignés des questions numériques pour des usages quotidiens. Ça veut dire environ pas loin de 15 millions de personnes qui n'ont pas accès pour différentes raisons au numérique. Là où on annonce pour 2022 une dématérialisation complète et à marche forcée de tous les systèmes administratifs. Et ça pose un problème d'égalité face à l'accès aux droits, face à ce que... Pour moi, c'est vraiment une question là, démocratique qui est en train de se poser. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent ces questions-là, qui essayent de les travailler. Il y a tout un réseau en Normandie d'ailleurs très bien fait, des établissements publics numériques. Il y a à peu près 130 structures en Normandie qui sont sur ces questions-là. Mais on ne peut pas dire, je ne crois pas en tout cas qu'il y ait une formalisation. Il y a des structures au niveau national qui essayent de fédérer ces questions, mais rien n'est encore très clair. Et l'ambiguïté, elle repose sur le fait d'être obligé d'aller vers le numérique à tout prix. Et si on n'y va pas, eh bien on va être taxé de passéiste, mais de toute façon, technologiquement, on ne va pas avoir le choix. Parce que notre environnement technique, pratique est là pour le démontrer. Ça se pose également sur la question du télétravail, c'est très ambigu. Le télétravail, ça peut s'organiser, mais ça doit aussi
je dirais pas se légiférer, mais en tout cas, voilà, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire de travailler en permanence à la maison. Il y a beaucoup d'injonctions derrière tout ça. Donc voilà, et je pense qu'on est dans une phase là d'apprentissage collectif. Et il reste encore beaucoup à dire et beaucoup à faire sur ces questions de liberté, ces questions de circulation des données, d'exploitation des données. Et c'est tout sauf simple, en réalité. D'où pour moi l'intérêt, notamment de ces rencontres publiques, pour essayer d'aborder les questions d'une manière sociale, économique, politique. Voilà. Très intéressant. C'est vrai que derrière ce que tu dis, il y a deux choses. L'accès barré par un manque de compétences ou un manque de formation, alors qu'il s'agisse d'un clivage générationnel ou éventuellement d'autres facteurs discriminants. Ça, c'est une chose. Mais l'autre question qui est également passionnante, c'est celle de pouvoir choisir de vivre sans. C'est-à-dire d'aller éventuellement au fond d'une forêt et d'être en mesure de subvenir à ses besoins. On peut dire que tous les clans, toutes les familles, toutes les sociétés ont toujours tout fait pour que aucun membre n'échappe. Pour tenir dans ses filets et dans son réseau de manière la plus serrée possible tous les membres du clan, de la famille, de la société. Mais là, je dirais que la coercition, le moyen d'agir est un petit peu particulier parce que non seulement il s'agit de changer l'espace physique, c'est-à-dire d'obliger quelqu'un à prendre le métro ou à se déplacer de telle ou telle manière quand le chemin de fer est arrivé et qu'il a fallu se déplacer un peu loin, on est obligé. Ça, c'est une chose. Mais l'autre démarche qui est implicite dans le numérique, c'est l'action sur la pensée des individus, sur leur cerveau, sur leur comportement au sens immatériel, puisqu'il s'agit effectivement de dématérialisation, c'est aussi la part la moins matérielle de l'humanité qui est touchée. Donc, est-ce que tu pourrais éventuellement développer un tout petit peu ce qui est fait, à la fois, tu parlais de ceux qui n'ont pas accès au numérique, donc par rapport à l'injustice sociale dont tu parlais, la discrimination, mais éventuellement, quelles sont les avancées et quelle pensée utopique éventuellement on pourrait construire pour imaginer qu'il y ait une résistance, j'aime pas ce mot parce qu'il est tellement galvaudé, mais une position qui permettrait collectivement de ne pas aller dans le sens indiqué par le numérique. Déjà, il y a une première notion sur la dématérialisation qui est finalement une espèce d'illusion, parce que en apparence, paradoxalement, et seulement en apparence, le numérique est extrêmement énergivore. Le numérique est extrêmement matériel, à la fois dans la fabrication de ces outils, dans ce que cela requiert comme extraction de ressources, ce que ça veut dire aussi comme exploitation. Donc de ce point de vue-là, les choses non seulement ne changent pas, mais plutôt elles s'aggravent. Dans ce que cela consomme en termes d'énergie pour faire tourner toutes les plateformes qu'on utilise, tous les appareils qu'on utilise. Donc ça reste très matériel. Et cette histoire de nuages, de dématérialisation, finalement, c'est une manière très habile des GAFAM de nous vendre quelque chose, en fait. Et en réalité, c'est précisément matériel. Et on s'en rend compte aussi sur des questions politiques. Pour moi, un des tournants, c'est Cambridge Analytica avec Facebook, par exemple. Parce qu'à un moment donné, on vivait encore, j'ai l'impression, jusqu'en 2013, 14, 15, sur une espèce d'angélisme où le numérique, il y avait cette question du solutionnisme technologique, allait nous libérer et que les startups et la Startup Nation allaient nous apporter beaucoup de promesses et des promesses qu'elle allait pouvoir tenir. Et puis avec Cambridge Analytica, il y a une espèce de bascule où là, enfin, des structures ou des auteurs critiques commencent à pouvoir se faire entendre. Je pense à une structure comme la Quadrature du Net, par exemple, ou un livre récent qui s'appelle Contre l'alternumérisme, qui est vraiment intéressant parce qu'il met aussi à jour nos ambiguïtés et notre ambivalence.
L'ambivalence, c'est quand on traite de numérique à oblique ou quand on fait de l'art numérique. Est-ce qu'on n'est pas, malgré nous, même si on veut avoir un esprit critique, est-ce qu'on, malgré nous, on ne fait pas la promotion finalement de cet environnement-là? Alors on pourra toujours dire que cet environnement, on ne peut pas y échapper. Ça me paraît quand même extrêmement difficile, mais voilà, rien non plus n'est gravé dans le marbre. Ce qui est certain, c'est que ça nous touche tous au quotidien, et même ça, c'est très difficile à faire passer. Moi, j'essaye d'être optimiste, mais je ne me fais guère d'illusions. Donc c'est pour ça que pour moi, l'espace critique, il est fondamental. Et puis l'action, après, elle est, je dirais qu'elle est localisée, mais malheureusement, pour être capable, entre guillemets, de résister à ces approches-là, il faut déjà avoir un certain bagage et une certaine connaissance. Et en fait, j'ai peur qu'on en soit très très loin. Alors, je vais te demander, puisque le temps nous est compté, ça va très vite, parce que le sujet est immense, c'est un océan matériel et immatériel. Est-ce que tu pourrais nous donner deux visions, l'une utopique, l'autre dystopique, par rapport à un futur proche, avec cette dimension des mutations de plus en plus rapides de cet outil numérique? Moi, ce serait en fait ni l'une ni l'autre, parce que l'une comme l'autre, l'utopie et la dystopie, elles sont extrêmement, comment dirais-je, influencées par la fiction. Si je prends le cas par exemple de l'intelligence artificielle ou de la robotique, où il y a beaucoup de scénarios dystopiques où l'intelligence artificielle viendrait nous supplanter, alors c'est ce qu'on appelle la singularité technologique. Il y a beaucoup de gens qui s'en font l'écho, moi j'y crois pas un seul instant. Je pense qu'on est simplement dans une continuité, mais une continuité qui est un peu plus violente et un peu plus rapide, et qui ne fait qu'exacerber finalement les relations, les antagonismes existants. Donc s'il y avait une dystopie, ce serait, je dirais, le renforcement des inégalités. L'autre inquiétude, elle est plus d'ordre là très pratique et très démocratique. Ça va être le cas avec les élections avec Trump. Par exemple, de voir comment à une échelle internationale, on sait déjà qu'il y a des groupes qui essayent d'influencer ces élections-là. Donc ça, pour moi, c'est du pragmatisme. Après, il y a la question du travail, le quotidien du travail, nos libertés au quotidien. Donc c'est pas une vision dystopique et catastrophiste, c'est simplement qu'on va continuer à subir cette influence-là, et que ceux qui perdent déjà vont perdre encore plus. Et ceux qui gagnent déjà vont gagner encore plus. Il y a ceux qui vont pouvoir s'adapter et ceux qui ne pourront pas s'adapter. Alors, pour moi, une vision, je dirais, française, républicaine, européenne, serait de pouvoir travailler ces questions-là. Je suis plutôt pessimiste. Et à l'inverse, cette utopie où le numérique nous apporterait toutes les solutions, ça se présente pas très 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 bien. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a plein de solutions locales, régionales, il y a plein de choses à faire. Peut-être même qu'on pourrait utiliser le numérique comme une arme, comme un moyen, comme un outil. Mais je ne me fais guère d'illusions, en fait. Alors si on voulait quand même terminer sur une note plutôt optimiste, donc j'aime bien me faire l'avocat du diable, ce serait de dire que malgré tout, l'homme étant depuis sa naissance, si tant est qu'il soit apparu un jour, peut-être qu'il est éternel dans les deux directions, étant capable de faire le bien, capable de faire le mal, il n'a jamais été aussi proche de pouvoir faire le bien, mais qu'il ne pourra pas se défendre éventuellement contre cette pulsion de faire le mal. Mais l'utopie, ce serait de se dire, peut-être qu'il y a un changement profond, mais vraiment profond du logiciel et du programme humain qui pourrait advenir malgré nous grâce à ces augmentations de l'esprit et du corps. Peut-être. Ce serait pour terminer sur une note moins pessimiste que celle de Luc Brou. Merci Luc Brou. Et jamais 203, c'était la deuxième fois. Peut-être y aura-t-il une troisième fois.